Bonjour, bonsoir, téléspectateurs de Mandé TV, bienvenue sur votre plateau Entretien Brut. Le plateau qui fait le décryptage de l'actualité nationale, régionale, voire internationale. On jette un coup d'œil pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'horizon et on a un invité pour pouvoir faire ce décryptage accompagné de notre chroniqueur fétiche, on dira bien. Notre invité téléspectateur de Mandé TV est Monsieur Fabou Diarra. Il est le secrétaire à la communication du parti ADEMA PASJ. Monsieur Diarra, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mandé TV, Entretien Brut. Merci de m'avoir accordé la chance d'intervenir sur votre plateau. Et mes remerciements à tous les téléspectateurs et à votre organe, à votre chaîne. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour pouvoir faire ce décryptage. Mon chroniqueur, le chroniqueur d'Entretien Brut, téléspectateur de Mandé TV, est Monsieur Moussa Oulé Traoré. Il est journaliste et en même temps correspondant de Média Guinée. Moussa, bonjour. Oui, bonjour Fadima, bonjour à la diaspora dans son ensemble, et un bonjour particulier à l'endroit du président guinéen Doumbouchou, qui vient d'être élevé au grade du général du corps d'armée, donc on va en parler. Un bonjour particulier à ce président en 12 ans, de caporal en 2012, et au général en 2024. On reviendra là-dessus quand on sera dans nos dossiers régionaux. Voilà, on a des dossiers à traiter, il y a l'actualité. L'actualité qui vraiment a été très récente, il s'agit de la célébration de la 63e anniversaire de l'armée malienne. Ça s'est fait à Kidal, c'est pas rien du tout, le 20 janvier dernier. Monsieur Diarra, ça vous fait quoi quand vous faites ça là-bas à Kidal? Bon, moi je trouve cette initiative assez encourageante et très salutaire, parce que je crois bien que les FAMA, à travers, sous la coupe bien entendu du président de la transition, ont marqué un grand coup en libérant Kidal, chose qu'on ne pouvait pas imaginer depuis les années 2012. Ça fait plus d'une décennie qu'on était dans ça, et que si l'armée est parvenue pratiquement à mettre la main sur pratiquement l'entité qui est Kidal, je pense que les Maliens ne peuvent que s'enrichir de cette opération-là. D'accord, c'est quand même un signal fort, hein? Oui. Arriver à aller faire cette fête-là à Kidal, c'était pas possible. Il y a 10 ans, c'était pratiquement impossible. Je crois bien que, en fait, l'armée nationale n'a fait qu'un devoir, en tout cas, qui répond exactement à l'aspiration du peuple, parce que les gens aspiraient à ça depuis. Parce qu'on s'est dit, il y avait 15 000 forces je dirais de l'aménagement. Pendant tout ce temps, la libération, on l'a attendu, mais finalement, avec la transition et la nouvelle donne, et puis les Maliens fêtent pratiquement le 20 janvier à Kidal. D'accord, c'est une démonstration de l'armée monte en puissance, on est vraiment équipé au point où on le démontre et le montre vraiment à merveille. Où ça? Oui, sauf si que moi je vois pas de la même manière que M. Diarra. Vous savez, souvent, soit on organise une chose, mais c'est de la plus belle manière qu'on doit organiser. Et tout récemment, on a tous salué la visite du ministre de la Réconciliation à Kidal. Donc on a tous salué. Moi-même, je me suis proposé d'aller accompagner un ministre à Kidal pour faire notre émission Entretien Brut dans un Kidal Brut. Et ça, c'était bien. Mais actuellement, il faut se dire la vérité. Kidal n'est pas totalement, même si c'est libéré, mais il y a toujours ces psychoses dans la tête de la population. Donc, pour pouvoir organiser un événement d'une telle envergure à Kidal, donc il faudra attendre que Kidal soit totalement libéré de tout ça, et puis le dialogue aussi soit fait ici au Mali. Donc après ce dialogue, on va essayer de faire toutes sortes de démonstrations que nous voulons faire à Kidal. Mais à la hâte comme ça, là, franchement, c'est du populisme.
ça c'est moi j'ai dit comme ça, donc de façon brute, c'est du populisme, ce n'est pas comme ça. Et Kidal, jusqu'à présent, les réfugiés qui sont partis dans les autres localités, il faut que ces réfugiés-là aussi viennent d'abord s'installer à Kidal. Après, maintenant, peut-être l'année prochaine, on pourra mieux organiser et de la plus belle manière, avec une très grande démonstration à Kidal. Mais à la hâte comme ça, c'est toujours pour montrer à la population que vraiment Kidal est totalement libre. Et maintenant, c'est là. Bon, nous, on n'en a pas besoin pour le moment. Et du fait que le ministre avait avait fait une visite à Kidal tout récemment, ça nous a rassurés. Donc, si ils essaient toujours ils tentent toujours de nous rassurer, nous, on est déjà rassurés que l'armée, le Mali contrôle maintenant Kidal, mais il faut attendre que ces réfugiés-là reviennent et que le dialogue soit fait. Après, maintenant, toutes sortes de cérémonies que nous voulons organiser à Kidal, nous allons l'organiser. Moussa, pour mon avis, en tout cas par rapport à ça, je ne la partage pas. Je ne partage pas votre avis parce que c'est quand même l'anniversaire de l'armée malienne. C'est une manière de montrer davantage. Oui, on peut le faire. Kidal est dans l'insécurité. Vous savez, jusqu'à présent, Kidal est dans la zone parce qu'il faut comprendre que Kidal est libre aujourd'hui, donc est libéré dans la main des militaires ou des assaillants, mais les partenaires ne sont pas venus. Donc, il n'y a pas d'activité actuellement. Kidal est à l'arrêt. C'est une stagnation totale. Donc, maintenant, là, c'est l'armée qui contrôle. Mais il faudra d'abord faire le retour de ces partenaires, des activités que ce soit normal à Kidal, que les choses reviennent à la normale et puis on peut organiser n'importe quelle fête aussi à Kidal. Mais maintenant, à la hâte, moi, je ne vois pas quand même l'intérêt qu'on organise la fête de l'indépendance de notre armée. Moussa Fete. Moi, je pense. Moi, je pense, Moussa, ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que la libération de Kidal, ça a été fait à l'issue pratiquement de tout un arsenal, de toute une gymnastique d'activités qui a été menée et qui nous a amenés dans ça. Et moi, j'attire votre attention sur le fait que la sécurité, il n'y a jamais de risque zéro. Il n'y a jamais de risque zéro. La zone vient d'être libérée et je pense que les autorités de la transition s'inscrivent dans un process. Et dans lequel process, le retour des déplacés, la stabilité, la relance des activités économiques dans la zone pourrait intervenir. Et moi, je pense honnêtement qu'aujourd'hui, avec cette libération-là, on peut se permettre au moins rassurer davantage l'opinion nationale et internationale que Kidal est pratiquement libre. Maintenant, le fait que la fête s'est passée, il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu autre chose, ça prouve à suffisance pratiquement au moins qu'il y a les premières lueurs, comme on le dit, de stabilité. Et ça va venir. Et n'oubliez pas non plus qu'on est dans une période de transition, c'est un régime d'exception. Et que ça peut ne pas atteindre le 20 janvier prochain. D'ici là, si les élections se tenaient, ceux-là qui l'ont libéré n'auront pas certainement savouré leur victoire comme ils le souhaitaient. Sauf si on n'a pas une date fixe pour les élections, ni l'année prochaine, ni 2026. Donc, le président l'a annoncé indirectement dans son discours. Donc, on est là, on est sous le régime d'abord militaire jusqu'à au-delà même de 2026, indirectement annoncé par le président de la transition. Et comme ils ont dit que les autorités elles-mêmes estiment qu'on doit aller à un léger report. On attend le léger report. Pour l'instant, déjà les dates prévues, c'est pour février 2024. Donc, initialement, donc le léger report, on attend à la fin du février 2024, on verra si une annonce sera faite ou pas. Mais entre-temps, restons dans le bénéfice du doute quelque part. Ce dossier, c'est juste pour vraiment féliciter aussi nos armées. Tout à fait. Les FAMA, pour montrer ce message fort. Et Moussa, vous aussi, vous êtes sans savoir que la guerre, c'est aussi une guerre de communication. Je pense que cela aussi était dans ce sens-là. Je salue l'initiative que j'ai vue de moi-même lors de la fête, les 10 ans de salaire qu'on a donné aux militaires tombés pour défendre le Mali. Et c'était une initiative très salutaire quand même. Quand moi j'ai vu ça là, et franchement c'était très bien les 6 milliards qu'on a octroyés aux militaires tombés. Donc c'était très bien et c'était bien réfléchi quand même. C'est l'une des rares fois aussi que je remercie la transition.
En tout cas, je pense que vous allez remercier. Continuez à les remercier. Vous allez les remercier de plus en plus. Il s'agit de 6 milliards 600 millions, 96 200 francs. Il s'agit des indemnités forfaitaires. Donc, c'est vraiment très, très, très salutaire, hein, surtout par les temps qui courent là. Ces familles-là, ils vont en bénéficier et c'est énorme. Donc, c'était le petit clin d'œil par rapport à nos armées maliennes qui se battent jour et nuit pour pouvoir assurer la sécurité des populations. Notre deuxième dossier est invité, M. Diarra. Oui. Il s'agit du discours de ministre M. Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement au sommet des chefs d'État et de gouvernement du mouvement des non-alliés à Kampala, en Ouganda. C'était le 19-20 janvier dernier. Il a fait un discours. Vraiment, s'il faut disséquer ce discours, ce n'est pas un discours qui doit passer inaperçu. Bon, en fait, le sommet des non-alignés, c'est un sommet qui remonte depuis... je dirais, les lendemains de l'indépendance, hein, parce que l'expression même non alignée, c'est Modibo, c'est les Maliens qui l'ont créé, et je crois bien c'est Modibo qui l'a dit, et face aux enjeux pratiquement des enjeux de l'heure. Mais ce qui est clair, ce qui est sûr avec ce discours-là, je crois que le Mali est dans une posture de quête de souveraineté. Et tout le temps, on s'inscrit, les actions sont inscrites dans ça, et puis toutes les prises de position, je pense que si j'ai corrobore en cela. Donc ce qui fait aujourd'hui que les agissements que nos autorités font ne sont pas des agissements qui nous surprennent, allant dans le sens pratiquement de la quête de la souveraineté ou sinon même du renforcement de la souveraineté. Parce que le choix stratégique des partenaires, le respect du choix du Mali, tout cela rentre en ligne de compte et ce qui fait aujourd'hui que malheureusement les deux blocs n'existent pas en réalité. Si je peux m'exprimer ainsi, c'est un truc qui existe de façon théorique, mais pas dans les enjeux comme en 1961 où les pays non alignés étaient appelés à faire le choix entre le bloc occidental et le bloc socialiste. Maintenant, puisque le bloc socialiste a pratiquement été démantelé et qu'aujourd'hui on est dans un système purement américain, les Occidentaux, pratiquement, ils font la loi, comme on le dit. Ils font la loi parce que c'est eux qui ont pratiquement la manne financière. Et aujourd'hui, les prises de position de nos autorités, au regard des prises de position de nos autorités, je ne suis pas surpris pratiquement qu'un discours pareil soit tenu à une tribune par une des autorités de la transition. D'accord, merci. En tout cas, le ministre a été assez ferme, hein. Ce n'est pas une nouveauté. Hein. Le ministre Abdoulaye Maïga, il est connu pour ça. Hein. Moi, je m'attendais même à avoir la répétition. Plus dur que ça. Voilà, plus dur que ça. Surtout ce qu'il a tenu à la tribune des Nations Unies. Exactement. Sa fameuse touche qui est propre à lui, le fait de répéter 3 fois une phrase pour bien faire passer le message a sûrement manqué là. Ça, c'est le tempo militaire. A sûrement manqué là cette fois-ci. Moussa, et vous, vos observations? Oui, Fadima, la cadence continue par notre ministre Abdoulaye Maïga. Vous savez, il est toujours égal à lui-même. Donc, il tient des discours là où il faut le tenir. Et donc, il sait bien parler. Maintenant, quand vous rentrez dans le discours, vous savez que moi, quand même, j'ai vu le discours, je l'ai divisé en 3 catégories. La première catégorie, ça, c'est un discours de dénonciation que le ministre Maïga a dénoncé beaucoup de choses par rapport à la gestion de l'aménagement, par rapport à la gestion de la crise malienne, par rapport à beaucoup d'autres choses. Et aussi, il y a eu un discours d'information. Donc, informer ses partenaires, informer les États membres de ce sommet que désormais le Mali a un autre, comment dirais-je, ils ont formé une autre alliance, donc l'alliance des États du Sahel, donc dont il va même la naissance de cette alliance, donc devant les gens. Maintenant, pourquoi il a parlé de la création de l'alliance des États du Sahel dans ce sommet, avec les États
qui, avec peut-être, ils avaient les mêmes objectifs. Ils avaient même, comment dirais-je, ils avaient les mêmes textes. Pardon. Donc maintenant, si vous regardez, vous allez dire que est-ce que le ministre Maïga n'est pas venu pour essayer d'intoxiquer aussi d'autres États à faire la même chose que le Mali? Parce que c'est ce que moi je vois aussi dans son discours. Et il y a aussi un discours de souveraineté du Mali. Parce qu'il a parlé de la souveraineté du Mali dans le dernier paragraphe. Si vous regardez, il parle sans embase parce qu'il dit que le Mali doit rester, maintenant doit protéger ces trois principes. Celui qui veut coopérer avec le Mali doit respecter la souveraineté du Mali, doit respecter aussi le principe du choix des partenaires du Mali. Donc il a parlé, et il a parlé aussi de la junte française. Vous savez, non seulement le Mali est en train de combattre la France au Mali, mais ça ne suffit pas. Il faut combattre aussi la France sur son propre terrain. Et ce propre terrain, ce sont des petits sommets ou des petites alliances qui ont été créées et qui sont maintenant à la sorte de la France. Maintenant, il faut les combattre parce qu'il a dénoncé certaines choses ici, là, que le Mali avait, diplomatiquement, que le Mali avait fait une proposition par le biais de son ministre des Affaires étrangères. Et ces propositions-là n'ont pas été prises en compte par la rédaction de ce sommet. Mais jusqu'à ce qu'il dit que le Mali va se retirer de cette rédaction. Maintenant, et se dissocier aussi de toutes les propositions qui viendront de cette rédaction, maintenant qui concernent le Mali. Parce qu'il ne faudra pas que le Mali, que le Mali soit un sujet encore de la France, parce que si vous voulez faire une rupture, il faut faire la rupture totalement. C'est ce que le Mali est en train de faire, la rupture totale avec la France. Et partout où il y a la France, partout où il y a la main noire de la France, partout où il y a maintenant cette manœuvre de la France pour essayer maintenant d'agenouiller le Mali, que le Mali a vu déjà la main noire de la France dans cette alliance. Donc il faudra combattre la France. Il faudra maintenant montrer aux États membres de ce sommet que ce que vous avez fait et ce que vous êtes en train de faire, maintenant que le Mali est au courant, et le Mali ne va pas se laisser faire pour cette fois-ci. Donc il faut faire à la malienne ou bien le Mali se retire. Donc c'est ça le message véhiculé par le ministre Maïga. Donc pour cela, je vois d'abord une menace forte des Maliens par rapport à la vie, même à la longue vie de cette alliance de non-alliés, de ce sommet de non-alliés. Donc le Mali, peut-être à défaut de prendre en compte les propositions faites par le Mali, donc le Mali va aisément se retirer puisque le Mali ne va jamais cautionner que la France maintenant dicte maintenant ce que doivent faire les Maliens et au Mali. Et pourtant, tous les États membres sont souverains de proposer maintenant en ce qui les concerne. Donc si le Mali a fait une proposition, un amendement, donc il faudra que ces États la prennent en charge, maintenant prennent en compte ce que le Mali a proposé. En tout cas, c'était un discours d'avertissement. Honnêtement, que la position de non-alignement, au prime abord, à mon humble avis, c'est un élément substantiel de souveraineté. Parce que si j'ai bonne souvenance, quand vous regardez un peu le parcours de nos États vis-à-vis de ces deux blocs-là, il a été question, soit ils partaient à l'Est ou ils partaient à l'Ouest. Bon, nos chefs d'État en son temps ont dit, nous ne pourrons pas épouser les deux hypothèses ensemble, il serait bon que nous ne soyons ni de gauche ni de... Mais le choix était purement stratégique à l'époque. Parce que ça a permis au moins au Mali de nouer pratiquement des partenariats féconds avec d'autres puissances. La France, naturellement, c'est la métropole. On ne peut pas, à l'époque, on pouvait pas, parce qu'on venait juste de sortir de la colonisation, on ne peut pas juste tout de suite nous défaire de la chose. Maintenant, 63 ans après, si les autorités maliennes reviennent à la charge avec, à la clé, les expressions comme souveraineté, choix stratégique, respect des choix, je pense que ça fait que renforcer le dispositif. Mais ce qui est clair, c'est le Mali joue son va-tout là-dedans. Le Mali joue son va-tout pour la simple raison qu'il s'agit pratiquement de traquer la France sur toute la ligne afin pratiquement de rendre cette, comme on le dit, de porter cette souveraineté-là à la place publique. Et je crois que le ministre Maïga s'est adonné à cet exercice-là. Donc, à mon humble avis, c'est pas fortuit ce discours-là et ça, personnellement, ça ne m'a pas surpris. Ça ne m'a pas surpris
pour qui connaît Ablaye Maïga, le colonel Ablaye Maïga dans ses prises de position sur les tribunes des Nations Unies et partout. Mais là où il y a le hic, c'est que les non-alignés ne sont pas, comme on le dit, un fora mieux structuré comme les gens le pensent. C'est des États qui sont là, qui ont une position fixe, qui se voient, qui échangent, mais qui n'est pas aussi forcément sous la coupe de la France. C'est ça en fait le hic. Parce que dans ça, là, il y a les lusophones là-dedans, il y a les anglophones là-dedans, tout n'est pas la France. Tout n'est pas la France. En fait, c'est un combat qu'il faut... En fait, il fallait mener ce discours quelque part avec une plus grande subtilité. Souvent, on fait une erreur souvent d'appréciation, certainement. D'appréciation, oui. C'est parce que si vous regardez, par exemple, en Afrique, on dit souvent que les pays lusophones sont toujours attachés aux pays francophones ou aux pays anglophones. Maintenant, les pays anglophones, vous savez, les Anglais ont laissé aussi le terrain aux Français. Même les pays anglophones sont sous les ordres des Français. Aujourd'hui, on connaît comment nos États sont gérés. Et vous savez, même le président, comment dirais-je, vous avez vu une fois un président portugais, maintenant qui fait le tour des pays lusophones, ça n'existe même pas, ou un président espagnol, un roi espagnol, ou bien est-ce que vous avez vu une fois un président anglais qui a fait le tour ici en Afrique de l'Ouest pour voir, parce que ça ne les concerne pas, c'est la France qui est là. Non, en fait, ça ne doit pas vous surprendre quand on dit la France, et pourtant, étant donné qu'il y a les pays anglophones, ou il y a les pays lusophones, parce que la France est là, elle contrôle tout, c'est l'Afrique qui le consomme, donc c'est ça. En fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est que le Portugal, l'Espagne, la France, l'Angleterre, ils sont venus en Afrique, mais les doctrines coloniales n'étaient pas les mêmes. C'était clair, hein? La France est venue pour la francisation. Il n'y a rien à faire. C'est l'assimilation pure et simple. On vous prend, on vous dit nos aspects politiques, nos aspects culturels, même de gestion administrative. C'est ce que la France a fait. Mais ailleurs, l'Angleterre, c'était un peu lié au brassage. L'assimilation des cultures. En fait, c'est dû au fait que la doctrine coloniale a beaucoup contribué aux agissements pratiquement de ces pays-là sur le continent africain. Ça, il n'y a pas de débat en cela. Il n'y a pas de débat en cela. Quand vous regardez un peu, on ne peut pas me dire, par exemple, que la France a une certaine emprise sur le Nigeria. Il n'y a rien à faire. La France n'a pas une grande emprise sur le Nigeria. La France n'a pas non plus une grande emprise sur la Guinée-Bissau. Ça, c'est très clair. Maintenant, là, je donne, ça c'est la coopération, ça c'est les coopérations bilatérales. Et c'est les intérêts qui rentrent en ligne de compte à ce niveau-là. C'est pas parce qu'il y a un chef d'État. C'est pas parce qu'il y a un chef d'État. Tout n'est pas lié à la... En fait, ce combat-là, on le met... Moi, j'aurais mieux apprécié le discours si ça s'était tenu par un sommet convoqué uniquement par la France et qui a invité pratiquement les colonies de la France pour en débattre. C'était le meilleur créneau. Mais je ne trouve pas ça très mauvais. Un sommet pour inviter le Mali actuellement. Mais ça parce qu'on a déjà la même si un sommet est mis en place... Ça me paraît aberrant quand même que le non-aligné, que la France seule, en tant que grande puissance, est derrière la main. La Guinée a été absente pendant 24 ans sur les structures parce qu'on savait si on invitait... La position de la Guinée n'est pas à débattre parce que vous avez opté pour le non de 58 et vous avez tiré les conséquences. Voilà, et De Gaulle l'a dit, il n'a pas caché. Hein. Il dit, si vous voulez l'indépendance, vous l'aurez. Oui. La métropole ne s'y opposera pas. Oui. Mais les conséquences, vous en tirez. Oui. Et vous avez tiré les conséquences. Ça, il n'y a rien à faire. Et là, le Mali va tirer les conséquences. Hein. Voilà, c'est à nous, comme nous sommes inscrits dans une dynamique de souveraineté, nous sommes dans l'obligation de nous mettre au travail. Effectivement. Ça, il est hors de question maintenant que nous, on fléchit. Nous devons rester droit dans nos bottes, nous mettre au travail, comme on le dit, pour porter haut cette barre de souveraineté. C'est par ces derniers mots qu'on va clore ce dossier. Ça veut tout simplement dire que les projecteurs sont sur le Mali. Notre prochain dossier, Moussa, c'est le dossier vraiment qu'on suit de près, qu'on suit de très près, parce que les Maliens, les citoyens sont à bout de ce délestage, à bout de ces coupures. On veut savoir le vrai du faux, on veut la vérité par rapport à ça. La justice commence à nous faire entrevoir la prise en main de ces dossiers. Il s'agit du dossier de l'EDM.
il y a eu des arrestations, des mandats de dépôt, notamment de l'ex-ministre de l'Énergie, voilà, et puis des ex-DG de l'EDM et un célèbre opérateur économique. Tout à fait. Voilà. Bon, moi je pense à ce niveau-là que le problème ne se pose pas ici. Le problème est connu de nous tous. Hein. Au moins, aucun citoyen n'est épargné par ce délestage-là. Et moi j'ai beaucoup travaillé sur le secteur informel. Ça porte honnêtement un coup très dur au secteur informel. Nos ménages le sentent. Les activités menées dans ces différents compartiments de l'économie souffrent. Et à tous les niveaux, les gens souffrent. Donc, je ne pense pas que ça soit un tabou aujourd'hui que cette histoire d'énergie, on en débatte. Pour la simple raison que il y a eu des difficultés. La justice suit normalement son cours, à mon humble avis. Et je ne crois pas qu'il y ait un abus dans ça. Et je trouve très normal même que la justice ait mis dans cet exercice pour amener le pays certainement à corriger ce délestage-là. Bon, la question du ministre en son temps, il y a juste 1 an ou 2 ans, je voyais des machines passer où on disait que jusqu'en 2030 encore le Mali n'aura aucun souci d'électricité. Et ça, je crois bien que ces propos-là, c'est le ministre Traoré qui l'a tenu. Et après, il y a eu, si j'ai bonne mémoire encore, il y a eu d'autres passages sur les antennes où il a dit que le Mali aura besoin de 2000 milliards pour corriger une fois pour toutes cette histoire de délestage-là. Ben, je ne pense pas que certainement ces messages ont été écoutés ou certainement n'ont pas été entendus ou, bon, en tout cas, l'acquis qui était là n'existe plus aujourd'hui. Parce qu'il y avait délestage dans le temps entre mars, avril, mai, juin, mais à partir de juillet déjà, c'était pratiquement, les ardeurs se calmaient. Mais étendre sur toute l'année, c'est là où je dirais pratiquement que c'est pathétique. Mais les délestages sont récurrents depuis 6 mois, 6 mois en tout cas. Non, c'est plus de 6 mois. C'est plus de 6 mois, mais vraiment. Mais bien avant, oui. La période d'antan, c'était avant l'hivernage, c'était mars, juin, et en juillet déjà les choses rentraient dans l'ordre. Mais aujourd'hui, le fait que ça s'est étalé sur toute l'année et que le président, il a été clair dans son discours, je crois bien dans une de ses adresses, dans une de ses annonces, il dit que la justice fera son travail. Si vous êtes là-dedans, vous n'avez qu'à faire des bénédictions pour qu'on ne cite pas votre nom dedans. Et que la lutte va être une lutte implacable. Et je crois bien qu'on ne sera pas face à une justice à 2 vitesses. Et je souhaiterais bien quand même que cette lutte continue. Et les Maliens n'ont qu'à laisser la justice faire son travail. Ceux qui seront impliqués, s'ils doivent être réprimandés, on va les réprimander. Et ceux qui ne seront pas impliqués, s'ils peuvent être libérés, on va les libérer et on continue le chemin. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les gens souffrent. Les gens souffrent et le délestage, vraiment, vraiment, ça porte, je dirais, un coup fatal à la bonne marche, sinon même à la relance économique même du pays. Tout à fait. Moussa? Oui, Fadima, moi, j'ai un sentiment de déception, de désarroi. Je suis en même temps écœuré. J'ai vu des choses sur les réseaux sociaux par rapport à ces interpellations. Je ne sais pas quel modèle de vie que nous, les Maliens, nous voulons que nous soyons. Nous voulons toujours le changement. Nous voulons être comme Ghana. Nous voulons être comme le Rwanda. Nous voulons être comme un pays de modèle. Tout le monde aspire au changement, mais personne ne veut que le changement passe par lui. Et c'est ça le Malien. Et nous avons toujours crié haut et fort ici qu'il n'y a pas d'électricité. Et qu'il y a la corruption à ciel ouvert. Et que ici au Mali, le train de vie ou la conjoncture est dure actuellement. Mais si l'État est vent debout pour combattre contre la corruption et mettre la main sur les gens qui dilapident le denier public, après maintenant nous sortons pour essayer de manifester nos sympathies ou je ne sais pas quoi à ces personnes. Maintenant, ce n'est pas vouloir une chose et son contraire. C'est ça le Malien, la définition. Et puisque moi j'ai vu des choses, vous savez, souvent
C'est au Mali seulement qu'on voit une étoile qui brille à moins d'une année. On voit seulement une étoile. Et puis c'est une étoile. Ça veut dire quoi une étoile qui brille à moins d'une année? Non, un milliardaire. C'est un milliardaire à moins d'une année. Maintenant, on voit un milliardaire et il est milliardaire, il est philanthrope. Maintenant, qui pousse, c'est-à-dire il pousse comme un champion. Maintenant, comme ça, il sort de nulle part et il est milliardaire aujourd'hui. Maintenant, il suffit seulement de donner des miettes aux Maliens, aux comédiens, à la jeunesse pour essayer de se faire un nom. Après cela, si vous êtes... si vous avez un souci avec la justice, vous verrez les mêmes jeunes à qui vous donnez maintenant des miettes. C'est des personnes là qui vous soutiennent, qui diront que vraiment il faut garder la tête haute et ainsi de suite. Et pourtant, c'est nous qui crions encore au grain et à la maison qu'il y a la corruption, que le Mali n'est pas un pays pauvre, mais ce sont nos cadres qui ont approuvé le pays. Donc, je ne sais pas. Vous savez, dans cette affaire, on a vu, quand on a touché au ministre, personne n'a parlé. Quand on a touché au cadre des administrateurs, personne n'a parlé. Maintenant, certains cadres du ministère du département de l'énergie, personne n'a parlé. Et on a mis, comment dirais-je, beaucoup d'officiers en prison, personne n'a parlé. Et le président a parlé. Mais quand on a mis un seul opérateur économique, maintenant qui fait de dons et qui donne aux gens, parce que vous savez, souvent dans le Coran, et on nous a toujours dit, nos prêcheurs, la main qui est toujours en haut, c'est la main là qui est bénie. Donc nous, notre main qui est toujours en bas, non mais il faut se dire la vérité de ce Djara. Donc il faut être un Djara pour comprendre maintenant ce qui se passe actuellement au Mali. Donc parce que, je ne sais pas, et on a vu beaucoup de personnes, et Assimi a dit, sa nièce est en prison actuellement. Et même le gendre du ministre, comment dirais-je, Sadio Kamara, est en prison actuellement. Et tout le monde le sait. Mais quand on a mis un opérateur économique, parce qu'aujourd'hui, il a des messes avec la jeunesse, il a des messes avec le comédien qui n'ont rien à faire. C'est pourquoi au Mali actuellement, il y a plus de comédiens que de travailleurs. Oui, cela se comprend parce que, en fait, nous nous sommes inscrits dans une dynamique de souveraineté. Je crois que c'est un slogan, je dirais à la limite si ce n'est pas un slogan creux, parce que les gens mentalement ne sont pas préparés à y aller. Je rejoins ta position quand tu dis on veut le changement, mais personne ne veut que ça passe par lui. Première approche. Deuxième approche, il faut que les gens comprennent et se rendent à l'évidence que nous devons travailler pour faire avancer. La révolution sankariste, ça a été préparé de bout en bout. Les changements que Kagame a amenés dans son pays, il a fallu révolutionner les mentalités pour faire comprendre cela. Et quand vous voulez l'argent facile, la jeunesse, elle est aujourd'hui grêlée dans ça, l'argent facile. On n'est plus dans les dispositions de travailler et chacun pense qu'avec son petit téléphone, on peut pratiquement influencer les réseaux. Et il faut que les gens comprennent que les réseaux sociaux ne suffisent plus pour construire un pays. Nous devons nous lever, nous devons nous mettre au travail. Là où il y a le problème, l'argent, le cas de l'opérateur économique, je crois jusqu'à preuve de contraire, c'est la présomption d'innocence. Je ne peux rien dire. Mais ce qui est clair, s'il est impliqué, que la justice fasse son travail. Et lui, avec tous ces acolytes-là, on peut le prendre. Mais ce que vous oubliez, il faut que la jeunesse comprenne que les miettes-là ne nous feront pas avancer. On ne peut pas vouloir l'argent du beurre, on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Ça ne marchera pas. Il faut que les jeunes se mettent au travail. Assimi seul ne peut pas tout faire. Hein. Il ne pourra pas tout faire. Il amène... Dans une révolution, le premier responsable, il fixe le cap. Et quand il fixe le cap, il a un sillage. Et c'est la suite qui l'accompagne dans ça. Et malheureusement, j'ai l'impression que, par la force des choses, qu'est-ce que les autorités, ils ne prêchent pas dans le désert parce que les Maliens ne sont plus dans les Maliens ne sont point, je dirais bien, dans les dispositions à mouiller les maillots, à essuyer leur front. Tout le monde veut, les gens sont gagnés par l'appât du gain facile. C'est cette situation qui amène où demain tu te réveilles, tu frottes les yeux, quelqu'un va s'asseoir sur les réseaux sociaux, il insulte les gens, il se met comme même il dit, il bourgeois les gens. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Le ministre, il a dit en son temps qu'il faut 2000 milliards pour faire bouger les lignes. Mais on ne savait pas qu'il y avait toute cette malversation autour. Mais maintenant, quand on a mis le grappin sur eux, les gens ont commencé à crier parce que les gens, ah oui, j'ai vu ce matin, j'ai échangé avec des jeunes qui m'ont dit, ah oui, on a pris Mamala. Mais Mamala, il nourrit combien de gens? Mais j'ai dit, il nourrit combien de gens? Est-ce que vous savez qu'il a ruiné l'espoir de combien de gens?
Vous pouvez nous dire ça? L'espoir de combien de gens ont été ruinés. Moi, j'ai mon frère qui est constructeur métallique. Tout à l'heure, là, quand je quittais la grande famille, le gars était assis. Le courant arrive à 2 h du matin pour un chef de famille. Il faut qu'il se réveille, il faut qu'il travaille. Sinon, il ne pourra pas chauffer la marmite le lendemain. Donc, moi, je pense honnêtement, il faut que les gens comprennent que cette bagarre, même ce combat-là, contre la corruption, les autorités n'ont qu'à mener ce combat de façon très implacable. Ne serait-ce que les gens aient leurs droits. Que les gens, le minimum qu'un pauvre peut avoir dans un pays, c'est les services sociaux de base. Et je crois bien que l'électricité en fait partie. Mais si cela n'arrivait pas, et qu'on dit seulement que c'est un opérateur, il donne l'argent, oui, mais il me donne 10 000 francs. Mais 10 000 francs à ma sortie, je mets le carburant dans ma voiture, c'est fini. Et demain, j'aurai le ventre creux. Ça ne peut pas continuer. Il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, nous avons pris un chemin, et ce chemin a des exigences. Et l'une des exigences, c'est de se mettre au travail, c'est de faire bouger les lignes. On ne peut pas révolutionner étant au lit. On ne peut pas dormir comme si on est en course avec les morts. Ça ne peut pas continuer. Il faut que les gens on se mette au travail. Farima, je termine pour dire cette phrase du plus grand révolutionnaire de l'Afrique de l'Ouest, Ahmed Sékou Touré, qui dit que le premier ennemi de la révolution, c'est de la confusion. Je pense que les Maliens sont en train de créer la confusion à notre révolution. Donc si nous avons décidé d'emprunter ce chemin de la révolution, il faut accepter que la révolution passe par moi, donc pour atteindre son but. Donc pour voir, parce que nous sommes là, M. Gérard a tout dit. Donc nous sommes là dans le dynamisme maintenant d'accompagner les autorités, parce que nous-mêmes de la presse, nous sommes d'abord les virgiles même de la révolution a des exigences. Elle exige, c'est parmi les exigences, le sacrifice. Oui. C'est le premier aspect. Il faudrait que moi j'accepte. À un moment donné, quand vous regardez le lendemain de la révolution, le nom de Sékou Touré, mais s'il n'était pas grave, les États africains ont amené leur concours, leur expertise. Des Maliens sont partis enseigner en Guinée à l'époque. Oui. Quand il a dit non, mais De Gaulle, il a fait retourner les enseignants. Il a fait disparaître la formule du Kinin. Il a fait disparaître les registres, même pour établir les extraits de naissance, ça n'existe pas. Mais les États africains ont dit on ne peut pas continuer comme ça. Allons aider la Guinée pour permettre aux jeunes États de se mettre sur les rails. On l'a fait, on l'a réussi. Mais en son temps, les gens étaient engagés. Et c'était sans arrière-pensée. Il n'y a pas de milliardaires. Pensez-vous qu'il n'y a pas de milliardaires en Guinée? Pensez-vous qu'il n'y a pas de milliardaires en Côte d'Ivoire? Pensez-vous qu'il n'y a pas de milliardaires au Ghana? Mais pourquoi au Mali c'est des milliardaires? Parce que ce sont des milliardaires qui volent le dernier public et maintenant qui partagent aussi avec les mêmes jeunesses aussi, qui ne savent plus où aller et qui ne savent pas qui est dans le chômage, qui n'a pas de... On parle de milliards ici, vous allez en Côte d'Ivoire et on se met à votre plat, on dit qu'au Mali il y a des philanthropes. Il n'y a pas de philanthropes, il n'y a que des voleurs maintenant qui volent nos données publiques et partagent avec les autres. En tout cas, c'est des philanthropes masqués, c'est des voleurs masqués en philanthropes. Téléspectateurs de Mandé TV, vous aurez compris que c'est bien le plateau Entretien Brut. On ne mâche pas nos mots et on est totalement solidaire à la justice malienne et on leur dit de faire leur travail. On les soutient jusqu'au bout. En tout cas, ce dossier EDM là, nous, à Mandé TV, on le met de côté, affaire à suivre. Voilà. Donc, on a une actualité régionale. Voilà, Moussa avait déjà un petit peu avancé cette actualité-là. En date du 23 janvier 2024, on voit un colonel qui s'est parachuté général. Le corps d'armée. Moussa, c'est quoi cette information venant de la République de Guinée avec notre cher président colonel Doumbouya, qui a évidemment beaucoup de casquettes, hein? Oui, le président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, ça c'est l'appellation. Voilà, donc ce sont les ingrédients. Président de la République, oui, le président de la République, ouais, devant la Cour suprême, devant les juridictions des institutions du pays. On dit le président de la République en Guinée, donc ce n'est pas le président de la transition, ça n'existe sur aucun document guinéen actuellement. Donc c'est le commandant en chef des forces armées. Donc c'est lui aussi le commandant des forces armées. Donc c'est comme si il n'y a pas de commandant, il n'y a pas de chef d'état-major. Donc c'est Doumbouya, il faut rappeler que Doumbouya est venu dans l'armée en 2011. 2011 tout près. En 2011 tout près, donc un jeune caporal. Donc moi j'ai le courage au camp Faya.
il était l'ami de mon grand frère. Et c'est lui d'ailleurs qui était son adjoint au camp de 36. Donc, il aurait pu vous promulguer ministre de la Communication. Non, merci. Guinée quand même. Merci. Donc, on a vu Doumbouya, jeune caporal en 2011-2012. Donc, il est allé faire les études, je ne sais pas, c'est au Nigeria. Donc, il a fait 3 ans, il est revenu. Et Alpha lui a bombardé colonel à son arrivée. Et maintenant, quand il a pris le pouvoir le 5 septembre 2021, et maintenant, voilà, après 2 ans de gestion, Doumbouya s'est élevé au grade du général de corps d'armée. Donc il s'agit du 2e plus gradé dans l'armée après le général Sokba Konaté, qui était depuis 2010 le militaire le plus gradé en Guinée. Donc Doumbouya est venu, puisque le général Sokba Konaté n'est plus actif dans l'armée, puisque on lui a mis à la retraite. Doumbouya est devenu de facto le militaire le plus gradé en Guinée. Après seulement 12 ans dans l'armée. Donc, ce qu'il faut retenir pour une information, est-ce que c'est d'abord une élévation d'abord qui a été à juste valeur? Est-ce que c'est parce qu'il est le président de la transition? Mais il faut retenir que Dadis a fait son temps. Il n'a jamais voulu bouger d'un iota puisqu'il était capitaine, et jusqu'à ce qu'on l'ait tiré dessus, il a été toujours capitaine. Il avait dit qu'il restait toujours capitaine. Et on a vu avec le président, il n'a pas été le seul. On a vu avec le président Conté, quand il est venu, il était un lieutenant. Donc, jusqu'à sa mort, il est devenu général. Mais ça a été rapide quand même pour Doumbouya. Et en 12 ans, il est devenu général. Merci Moussa. Monsieur Diarra, qu'est-ce qu'il faut craindre? C'est une épidémie qu'on voudrait qu'il se limite à la République de Guinée, ou bien qu'il risquerait de s'étendre? Moi, je pense honnêtement que... Bon, je n'ai pas une lecture très claire sur les méthodes de graduation des militaires, mais on sait que cela n'a pas commencé aujourd'hui et ce n'est pas surprenant. Chaque fois qu'il y a eu des coups d'État, le militaire il passe au grade supérieur. Et généralement, même au Mali, c'est arrivé ici. Tout à fait. On a pris le capitaine, on l'a bombardé général. D'un coup. Et pourtant, ça n'a pas fait assez de tollé comme les gens le pensent. Et lui, il n'était pas là-dedans. Je ne sais pas quelle était pratiquement l'idée qui sous-tendait pratiquement cette graduation-là. Mais ce qui est clair, c'est que même ceux-là qui sont là, quand ils vont quitter dans les normes, ils vont monter en grade. Je vais vous donner un exemple. Pour la petite histoire, oui. On me dira certainement que ceux-là qui sont au pouvoir, sinon le camp Amadou Aya, il a quand même duré. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est le fait qu'il n'ait fait que 12 ans et qu'il ait accès à ce... C'est là où il n'y a pas la logique. Parce qu'il est venu trouver des gens certainement qui ont 30 ans de carrière, qui n'ont pas encore accès au grade de commandant. Oui. Donc moi je crains cette affaire-là parce que le gros souci, parce qu'il devient l'aîné, comme on le dit, sans être le plus âgé, mais par la force des armes. Mais aujourd'hui, comme il a la main là-dedans, il a l'appareil d'État avec lui, c'est lui qui nomme, c'est lui qui fait tout ça, il peut certainement se promettre. Mais cela peut avoir des impacts très graves sur l'armée guinéenne dans les jours à venir. Il ne faut pas oublier, M. Diarra, vous savez que Kadhafi a fait le coup d'État pour venir au pouvoir. Mais Kadhafi, il a fait 40 ans au pouvoir, il est toujours colonel, il n'a jamais été général. Donc ça c'est des passages. Lui, il a fait un choix. Ça, c'est des passages. On a vu aussi avec Thomas Sankara, qui a été toujours capitaine, donc qui n'a pas voulu, jusqu'à ce qu'on lui a assassiné. Non, en fait, non, Moussa, c'est que je veux que tu... Non, attendez, c'est que je veux que tu comprennes. C'est que je veux que tu comprennes. Aux jeunes militaires, donc d'abord pour être militaire, il faut faire... Aujourd'hui, le raccourci, ce qu'il a fait, ça prouve à suffisance, bon, je ne dirais pas, ça peut prouver à suffisance que le raccourci pour prétendre au grade c'est le coup d'État. Voilà, c'est le premier danger qui est là-dedans. Le deuxième danger dont tu fais allusion, c'est que les Sankara, les Kadhafi, ils n'étaient pas sur une transition. Ils sont venus, ils ont pris le pouvoir. À l'époque, la démocratisation n'avait pas pris un tel niveau de propagation. Mais aujourd'hui, lui, il est sur une transition. Bon, maintenant, moi, l'idée qui me tique, c'est que je me dis, si la transition était finie et qu'il ait eu le temps d'introniser, sinon même d'investir un président démocratiquement élu, et qu'en retour, ce dernier le nomme général, je peux l'admettre. Mais la façon dont lui-même il va, le rythme n'est pas
très très loin du rythme Mobutu. Oui, À chaque instant, on ajoute un grade, on ajoute un nom. On ajoute un grade, on ajoute un nom. Bon, si c'est ça l'inquiétude. Parce que normalement, un militaire, il y a un parcours. Hein. Il faut un parcours. C'est l'empereur Doumbouya en Guinée. Ah, il va. Bon, je le saurais le dire. En tout cas, Doumbouya, ça c'est un dossier vraiment qu'on regarde de loin. On va évidemment faire son bilan ici sur le plateau d'entretien brut. Téléspectateurs de Mandé TV, nos dossiers sont clos. Et notamment, affaire à suivre pour le dossier EDM. Nous avons notre invité, il s'agit de M. Fabou Diarra. Il est le secrétaire à la communication du parti ADEMA PASG. Le 30 décembre 2023, vous avez tenu la 19e conférence nationale du parti. Succinctement, il s'agissait de quoi? En fait, la conférence nationale, c'est l'instance qui est entre deux congrès qui se tient de façon annuelle selon les instructions, sinon même les recommandations de la charte des partis politiques et pour prétendre au financement public. Et tous les partis politiques doivent impérativement se réunir, échanger, fixer les grandes orientations et la conférence nationale, elle est annuelle. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes retrouvés le 30 pour échanger. Et dans ça, il n'y avait pas, le débat n'était pas, il n'y avait pas un enjeu de taille. Parce que les enjeux surenchérissent surtout quand il s'agit de conférences de désignation ou d'investiture d'un candidat. C'est là où, et cette fois-ci, il n'y avait pas ça. Mais il s'agissait seulement de revoir qu'est-ce que le Bureau national des jeunes a fait pendant l'année. Ils présentaient leur rapport. Qu'est-ce que les femmes ont fait? Ils présentaient leur rapport. Les coordinations régionales devaient présenter leur rapport. Il s'agit pratiquement d'examiner les activités menées au niveau de tous les compartiments du parti, des coordinations régionales aux sections, en passant par les sous-sections, et les prestations que les uns et les autres ont fait pour pratiquement booster le parti dans sa marche. Maintenant, la conférence a quand même fait des petites recommandations dont des instructions ont été données au comité exécutif. C'est en retour, le comité exécutif aussi a instruit aux sections, parce qu'on a dit c'est une année électorale, que les sections se tiennent prêtes et que les élections pourraient arriver à tout moment. À tout moment, quand je dis à tout moment, parce qu'on a dit initialement c'est prévu pour février 2024. À terme, si ce n'est pas le cas, les sections vont pratiquement continuer à faire l'animation politique. Et si la date se fixait, ils devaient pratiquement procéder au choix des candidats aux élections régionales, sénatoriales, et je dirais même au niveau de district. Donc à ce niveau-là, en retour, les militants aussi ont instruit au comité exécutif de veiller sur le choix du candidat du parti. Et les recommandations du 6e congrès ordinaire du parti en dit long, parce que c'est clairement établi à ce niveau-là que le parti doit avoir son candidat pour les échéances à venir. Bon, maintenant, le candidat, on va le chercher au sein du comité. Bon, ça peut être au sein du comité exécutif parce qu'il faut passer par les primaires. Il faut passer par les primaires. Si M. Moussa veut, il vient, il postule, mais tous les militants sont à égale chance. Et pratiquement, c'est les instances qui vont départager et celui qui sera choisi, celui qui deviendra le candidat du parti. Mais parallèlement, des instructions ont été données dans le sens d'aller vers la mise en place d'une plateforme politique. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites une lecture de la scène politique, vous vous rendrez à l'évidence qu'il faut impérativement mettre les partis ensemble parce qu'aucun parti seul ne peut pas remporter les élections de façon je dirais, autonome. Mais on va avec les stratégies d'alliance et pour l'instant, nous sommes en pourparlers avec des partis et dans les jours à venir, pratiquement, on sortira avec une grande alliance et qui sera pratiquement une alliance dans laquelle le parti va pratiquement mouvoir et briguer pratiquement la magistrature suprême. Et le candidat de l'ADEMA aussi peut aller dans ce parti? Le candidat de l'ADEMA, il va être là-dedans. Non, ça ne va pas être une plateforme du candidat. Ce serait une plateforme entre partis politiques. C'est une plateforme politique qui va réunir dans un premier temps 5 partis. Je préfère taire les noms ici. Mais dans les jours à venir, on va porter cette plateforme-là sur fonds baptismaux. D'accord. Est-ce que l'ADEMA va aller dans la stratégie qu'on a pu voir avec certains partis politiques, notamment récemment, un parti politique qui a fait une stratégie comme quoi on mettait le bon candidat, celui qui avait un peu plus de popularité et plus de chances de pouvoir passer.
L'ADEMA est dans cette réflexion ou bien l'ADEMA veut vraiment donner la chance à tous les candidats? Non, en fait, chez nous, les candidats, ils sont à égale chance, comme on le dit. C'est pas parce que tu es plus riche que tu deviens le candidat, ou tu es quelqu'un peut être plus riche, mais il n'est pas forcément le plus populaire. Mais celui qui va arriver à engranger le maximum de voix à travers les sections, parce qu'il y a des niveaux de parrainage. Le candidat, il va être choisi, par exemple, si on choisit le candidat à Amdalaï, il faut que le quartier Amdalaï valide, ensuite la commune 4 valide, ensuite le district valide, et on remonte comme ça jusqu'au niveau national. C'est comme ça. Donc, il y a pratiquement des échelons à gravir. Et à chaque échelon, le candidat est soumis à l'analyse pratiquement, il est passé au peigne fin auprès des militants. Mais si les militants estiment que c'est Mme Fadima qui est l'idéal, on la prend et on la positionne et tout le monde s'engage derrière. Mais qu'à cela ne tienne, souvent, il y a des petites poches de réticence parce que cela ne finit pas, parce que cela est inné à l'œuvre humaine elle-même. Parce que quand on met les gens ensemble, on fait le choix, certains trouveront le moyen de dire non, on n'est pas là-dedans, parce que ça parle le moi, le je prime souvent. Donc, il faut que les gens comprennent que parfois l'ego agit en défaveur de nos candidats. Et cela est réel et sur bien de lignes. D'accord, Moussa, vous avez des questions? Oui, M. Diarra, très malheureusement, on n'a pas assez de temps, sinon j'avais un certain nombre de questions à vous poser. Mais est-ce que vous dites que au moment arrivé, maintenant, il y aura des gens qui vont postuler et Adema publiera son candidat au prochain... bon, maintenant, je dirais comme ça. Mais est-ce qu'il y a des... Moi, j'ai des informations comme quoi est-ce que le président, le colonel Assimi Goïta, sera le candidat d'Adema pour les élections? En fait, chez nous, le congrès, c'est l'instance suprême. Et il se tient, disons, chaque 5 ans. À l'issue de ça, du 6e congrès, les militants ont instruit qu'il faut que le parti ait son candidat. Nous avons accompagné, et cela est venu à la suite des accompagnements. Nous avons accompagné ATT en 2007. Nous avons accompagné Ibeka en 2018. Mais cette fois-ci, les militants ont dit que ça suffit. Il serait bon que l'ADEMA ait son candidat. Première approche. Deuxième approche, nous nous sentons mieux à l'aise parce que, au regard des informations qu'on a de droite à gauche, on sera à l'évidence que les partis veulent qu'on aille en alliance avec eux. Ils veulent venir en alliance avec nous. Faudrait-il laisser ces partis-là comme ça, en électrons libres? Non. Il faut les mettre ensemble, les organiser. Maintenant, si le président candidat, j'arrive. Est-ce que c'est les grands partis? Si le président Assimi est candidat et qu'il estime qu'il veut pratiquement que l'ADEMA ait l'accompagnement de l'ADEMA, mais qu'il vienne dans la plateforme, on en débatte. On verra les tenants et les aboutissants. Donc, cela veut dire que l'ADEMA n'est pas opposée du tout à la candidature du président Assimi? Non, la candidature de Assimi, nous, on n'a pas d'a priori sur ça. Pour la simple raison que le pays est régi par des textes. Et les présidentielles, j'attire votre attention sur un fait, ce n'est pas le candidat, les candidatures sont individuelles. Mais la locomotive qui est derrière, c'est ça la machine. Par exemple, si vous voulez être candidat, la candidature est déposée à la Cour constitutionnelle en votre nom. Ce n'est pas dit que c'est l'ADEMA qui pose, non. Vous, votre nom est posé et maintenant le reste suivra. Maintenant, s'il estime, si les textes estiment qu'il peut être candidat et que les Maliens acceptent, il n'y a pas de souci. À notre niveau, nous, on n'y voit aucun inconvénient. Mais si les textes l'interdisent et que c'est à lui-même d'apprécier. Non, c'est parce que parce que Adema n'a pas de potentialité en son sein pour. Non, on a des potentialités. On a des potentialités. Nous n'avons pas. Non, nous n'avons pas. Non. On a des potentialités. Mais moi, je peux être candidat. Pourquoi pas? Parce que sauf si vous n'avez pas la. Moi, je peux être candidat. Si elle est le milieu de demain, elle peut être là-dedans. Oui, mais ce qui est intéressant, si le président de la transition pense qui peut être candidat et que les textes l'autorisent, nous, on n'a aucun problème. Mais s'il veut discuter, mais il viendra à la plateforme discuter avec nous. C'est comme ça qu'on voit. Et maintenant, on verra est-ce qu'il faut aller avec lui ou il ne faut pas aller avec lui. Mais pour l'instant, nous, on est à une phase où on doit ouvrir les primaires. Il y aura l'appel à la candidature.
il y aura un temps où on fera un circulaire pour adresser à toutes les structures du parti pour dire préparez-vous. Maintenant, ceux qui veulent être candidats, allez poser vos candidatures. Et après, on les met ensemble. C'est ce qu'on appelle les primaires. Et à l'issue de ça, c'est un qui sortira. Maintenant, les méthodes de choix, on l'a défini. Il y a même un comité de gestion des élections qui a été mis en place pour ça, dont moi je suis membre. Donc c'est pour vous dire que à notre niveau, il n'y aura pas de surprise. Les militants, c'est que les militants ont dit on va s'en tenir à cela. Maintenant, si le président estime qu'il est candidat et que les Maliens acceptent, bon, nous, on n'a pas. Parce que la loi, ce n'est pas nous qui l'avons élaborée. Non. Elle est régie, nous tous. Et elle est impersonnelle. Si la loi autorise au président de la transition d'être candidat, on n'a aucun problème. Non, si la loi l'interdit, en tout cas, la demande de la prise de pouvoir, on a dit que tous les membres du gouvernement ne seront pas candidats, y compris le président de la transition. Donc, c'est au lendemain. Non, ça, c'est la charte. Oui, c'est ce que dit la charte. Mais si Assimi viole cette charte, que ferez-vous? Parce que moi, je ne comprends rien. Non, moi, je vais vous dire un peu. Tu sais, dans cette affaire, il faut que les gens comprennent que la charte a été élaborée. Nous, on n'y était pas invités. Je suis désolé de le dire. Le M5 était la pièce maîtresse. Et à la sortie même de cette assise-là, j'ai entendu des premiers responsables M5 dire que si qu'on s'était dit, c'est pas ça. On a dit, mais nous, on n'est pas là-bas, c'est vous qui êtes allé régler ça. C'est votre problème. Nous, on est resté à la main. Mais ce qu'on a dit, on s'est dit, il y a eu le coup d'État. C'est un régime démocratiquement qui a été, je ne dirais pas un coup d'État, il y a un changement, je ne sais pas trop. Il y a eu ce changement de main, de pouvoir. Il faut le dire. Il faut le dire. De toutes les façons. Langue de bois. Sans langue de bois, on va le dire. Maintenant, quand ça s'est passé, on a dit, quand il s'agit du Mali, on va accompagner ces jeunes-là dans l'optique d'avoir des objectifs réalistes, atteignables et réalisables. En fait, c'était ça notre souci. C'est pourquoi on a dit jusqu'ici, jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas eu officiellement un ministre adéquat dans le gouvernement de la transition. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas eu un élément adéquat officiellement envoyé par le parti dans le CND. Tous les autres qui sont rentrés, ils sont rentrés par leur propre porte. Le parti ne s'y était pas opposé. Oui, d'accord. Entre-temps, vous avez dit tout de suite dans vos explications qu'il y a à peu près 5 partis politiques qui vous ont sollicité. C'est ça? Non, avec qui on évolue même déjà. Que vous évoluez. Première question, est-ce que ce sont des grands partis politiques? Ce sont des grands partis politiques qui sont sur la scène il y a 10-15 ans. Donc, c'est des grands qui sont sur la scène politique. D'accord. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de se voiler? Parce qu'on sait que le financement des partis politiques font défaut. Et aussi, on sait que le parti ADEMA a eu pas mal de ministres dans les gouvernements passés. On sait que c'est des hommes qui sont financièrement puissants. Est-ce que aussi non, chez nous, ce n'est pas la manne financière qu'il faut regarder, Fadima. Ce qui est clair, nous avons eu à gérer le pouvoir de 92 à 2002, naturellement. Au lendemain de la Révolution, c'est nous qui avons eu le pouvoir. Nous qui avons eu le pouvoir. Mais ce qui est juste, non, j'arrive. Le régime proprement adéquat, c'est sous Alpha. Et ça a pris fin en 2002. Le reste, là, on a fait des accompagnements. Nous avons eu des ministres, nous avons eu des députés. Nous sommes pratiquement dans bien de niveaux de responsabilité. Maintenant, ce qu'il faut comprendre. Accompagnement, vous ne trouvez pas que le mot est un petit peu léger en disant plutôt placement des pions? Non, ce n'est pas placement des pions. La politique même, c'est des placements des pions, hein, mon ami. C'est comme un jeu d'échecs. Il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas un truc de religion. Hein. La politique, les gens, ils calculent là où ça va, où le pays peut avoir une grande stabilité, on joue sur ce carcan-là. Moi, je vais vous dire, l'ADEMA a eu beaucoup de ministres, parce que contrairement à ce qu'à l'idée répandue, pour dire que oui, ils ont eu des ministres, mais nous, nos activités-là, on les finance de nos poches. Moi, le secrétaire général, pas plus tard, il y a 30 minutes, avant de monter sur le plateau, il me dit, il y aura la présentation des vœux du parti à la presse. Mais dans ça, moi, j'ai ma contribution, je m'en vais payer au siège. Pourtant, on a des anciens ministres, tout comme il y a des anciens ministres qui n'apportent pas un franc dans le financement du parti. Il y en a en pagaille. Je peux t'en citer des exemples, mais je préfère faire les noms ici. Mais ça veut dire qu'il va falloir que vous revoyiez les textes du parti, tout simplement. Non, en fait, on n'a pas besoin forcément de revoir le texte du parti. Le financement du parti, le financement public, ce n'est pas en réalité une aide. C'est la loi qui le dit. Ce n'est pas une aide, hein. C'est la loi. Si ça n'a pas
le fait de ne pas le payer, ça n'a pas commencé sous cette transition. Hein. Ça a commencé depuis sous le régime Ibeka. On n'a pas été payé en 2019, on n'a pas été payé en 2020. Et maintenant, la transition est venue, compte tenu de la conjoncture du pays, on a demandé, il faut trouver les moyens d'en payer, mais on a des soucis. Mais qu'à cela ne tienne, nous, on s'organise à l'intérieur. Nous, on a le nombre de militants qu'on a, le nombre d'adhérents qu'on a. Il y a des militants qui s'engagent à fond pour faire fonctionner certaines structures qui ne sont même pas des responsables politiques, qui ne sont même pas dans l'administration publique, qui ne sont même pas dans l'administration. Ok? Chez nous, tu trouveras... Bien sûr, mais on sait quand même que quand ils injectent, c'est qu'ils attendent un retour de bénéficier quelque chose. Non, non, mais j'avoue honnêtement, Madame Megassé, qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce niveau-là, si la question, c'est pas mi-figue, mi-raisin, mi-raisin. La question fondamentale, c'est que quand vous menez une activité politique, naturellement, vous devez avoir les hommes pour l'animation politique. Et l'animation politique passe impérativement par le paiement normal des cotisations. Nous, nos cotisations, moi je suis membre du comité exécutif. J'ai en charge le paiement de ma cotisation mensuelle. Je paye les 12 mois sur 12. Là où je milite en commune 5, je paye ma contribution à ce niveau-là. Et souvent, on le prend sur nos salaires. C'est le sacrifice qu'on fait. Hein. C'est le sacrifice. Mais pour quelqu'un qui n'est pas dedans, il va dire non, ils ont des ministres. La plupart de nos activités, c'est pas facile. La dernière question, M. Diarra, parce que je vois que ce ne serait pas... le temps imparti ne nous permettra pas d'approfondir, mais dans les jours à venir, on va venir. Oui, l'ADEMA est aujourd'hui l'abeille sans venin, donc il faut le comprendre, et c'est pourquoi vous êtes dans posture aujourd'hui. Et vous avez parlé de l'alliance avec certains partis politiques. Bon, on a vu aussi une autre alliance qui est née, l'alliance du 22 septembre, pour soutenir la transition. Est-ce que l'ADEMA n'est pas aussi dans cette idée dans une posture de ce genre? Nous, notre alliance, c'est une alliance électorale. Ce n'est pas une alliance qui dira je soutiens X, je ne soutiens pas X. Nous préparons les élections, nous avons l'expérience des élections et nous nous préparons en conséquence. Mais dire qu'on soutient X, on soutient Y, vraiment on n'est pas encore à cette phase-là. Maintenant, si les partis estiment que nous allons mettre en place, la plateforme que nous allons mettre en place nous permettra au-delà des élections d'aller à un programme commun de gouvernance, on va y aller. L'ADEMA a son propre projet de société. Certainement, les 5 autres qui viendront, ils viendront avec leur projet de société aussi. On fera une mise ensemble et à travers cette mise en forme-là, certainement, on va pouvoir dégager un programme commun de gouvernance. Bon, maintenant, dire qu'ils ont fait les alliances, les enjeux sont connus, hein, les grands partis. Mais n'oubliez pas que des entrailles de l'ADEMA sont nées le MIRIA, des entrailles de l'ADEMA est né le RPM, est né l'URD, l'APR est un élément, donc nous sommes nombreux. L'ASMA est un élément, l'URD est un élément, et qu'il serait bon de reconstituer la grande famille ADEMA. Cette perspective aussi, nous sommes là-dessus. Nous sommes là-dessus. L'autre jour, quand, je ne sais pas si vous étiez à l'ouverture de la conférence nationale, les propos du camarade président du RPM, Bokar Traitant, en dit long. Les propos du camarade Baba Sissé de l'ASMA en dit beaucoup. Les propos du camarade Amadou Koïta le dit assez. Il serait bon que les politiques se retrouvent. Il faut pratiquement donner aux politiques son blason d'attente. Il faut redorer le blason. Parce qu'aujourd'hui, on est soumis aux attaques de tous les côtés. Donc, en tout cas, on sait bien que les partis politiques ont perdu pas mal de crédibilité vis-à-vis des retours là, que nous devons nous atteler à redorer le blason. Il n'y a rien à faire. D'accord. Chers téléspectateurs de Mandé TV, nous sommes avec M. Fabou Diarra, secrétaire à la communication du parti ADEMA, qui a pu nous dire quelque chose. Nous arrivons à la fin de notre entretien brut d'aujourd'hui. Monsieur Diarra, oui, votre mot pour pouvoir dire au revoir aux téléspectateurs. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire, à part les mots de remerciement pour la direction de Mandé TV et à vous-même et à mon co-débatteur.
Et ce que je peux dire, je crois que on doit vous féliciter dans l'effort que vous faites au quotidien, à savoir informer, orienter, éclairer la lanterne du peuple. C'est pas un truc facile. Et n'eût été votre persévérance, votre percutance, moi je n'allais pas honorer le rendez-vous. Je remercie nos téléspectateurs et j'adresse mes vifs remerciements à la direction, au nom de la direction de l'ADEMA et à mon nom propre. Et je souhaite bon vent et bonne continuation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Diarra, secrétaire à la communication du parti ADEMA-PASJ. On espère que ce n'est pas la dernière, en tout cas. On attend vivement, quand ce sera la période des élections, on voudra bien voir ce que le parti ADEMA a comme programme sous la main. Moussa, on se dit à la prochaine. Oui, on se dit à la prochaine. Lui, il sera le caporal, le même maréchal. Donc, maintenant, on salue les téléspectateurs et on soutient nos aigles parce qu'on a salué nos FAMA. Donc, on soutient nos aigles, les aigles FAMA dans cette compétition en Côte d'Ivoire. Donc, qu'ils aillent très loin. Et sans oublier aussi le Sili national de Guinée que je tiens à cœur. Donc, et je compatis avec la Côte d'Ivoire, donc qui a investi plus d'1 milliard de dollars pour organiser la CAN, mais qui est au bord du gouffre aujourd'hui. Donc, ça ira. Ça ira avec les directeurs. En tout cas, pour cette CAN, moi aussi, je dirais que c'est l'Afrique qui gagne. Hein. En tout cas, c'est un pays africain qui va gagner. Mais vraiment, pour être de bonne guerre, la coupe, elle est malienne. Hein. Faut pas se voiler la face. Après Kidal, après la coupe à Kidal. Après le trophée de Kidal, on aura le trophée continental. Exactement. Téléspectateurs de Mandé TV, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez vraiment pris beaucoup de plaisir à suivre cet entretien brut et qui restera toujours brut pour les semaines à venir. Voilà, nous avons Monsieur Fabou Diarra, secrétaire à la communication du parti ADEMA-PASJ et aussi Moussa Oulé Traoré, mon chroniqueur, voilà, mon fidèle chroniqueur, journaliste et correspondant de Média Guinée. On se dit à la prochaine pour un autre plateau d'entretien brut pour faire ce décryptage et synthèse de l'actualité. Entre-temps, restez toujours sur nos ondes. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali et un coucou à la régie qui a assuré cet enregistrement. À la prochaine.